Salut les audacieux et bienvenue dans IBMV, Interviewed by Madame Violaine, l'émission qui met en lumière les figures de l'audace. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis à l'Assemblée nationale pour interviewer une personnalité politique et l'auteur du livre Noir français. J'ai nommé le député Carlos Martins Bilongo. C'est parti. Une question à laquelle on répond machinalement. Je la pose non pas au député, mais à l'homme derrière le député. Comment allez-vous? Je vais très bien. Et en fait, souvent, on dissocie l'homme du député, mais je pense que c'est la même personne. Avant d'être élu, j'étais Carlos Martins Bilongo. Après être élu, je suis Carlos Martins Bilongo. Et dès lors où je ne serai plus élu, je serai encore une fois la même personne. On ne peut pas dissocier l'homme du député. En fait, moi, surtout moi dans ma démarche politique, je reste le même. Alors, qu'est-ce qui pousse un fils de banlieue comme Villiers-le-Bel à s'engager dans la politique? Qu'est-ce qui a été pour vous le déclic? À quel moment est-ce que vous vous êtes dit, là, il faut y aller? Je pense que c'est un cheminement. Dans la vie, il y a différentes étapes qui vous cheminent vers ça, vers l'envie de vous engager pour les autres. Mais ça commence dès le plus jeune âge. Hein. Moi, mes parents aimaient beaucoup la politique. Ma mère suivait la politique française, mon père suivait beaucoup la politique du Congo. Et ensuite, il y avait des débats à la maison que j'écoutais, moi j'étais jeune. Et j'ai aussi été longtemps délégué de classe. Donc j'avais cette envie de défendre les autres. Et ensuite, j'ai aussi été militant associatif dans ma ville. D'abord dans mon quartier, dans ma tour HLM, et ensuite après au sein du département, et ensuite sur des actions de grande envergure au sein de la région. Et toutes ces étapes-là ont nourri en fait un base qui dit à un moment donné où vous dépassez un niveau, on dit ben là je vais m'engager pour les autres, peut-être au niveau national, sur un scrutin public, un scrutin universel qui amène une élection, parce que quand on est dans le monde associatif, on répond à des appels à projets, à des subventions, on a affaire à des politiques pour défendre des projets. Et moi, souvent, j'avais des projets qui n'allaient pas dans le même sens que les politiques. Donc, je me suis dit à un moment donné, les politiques me disaient ton projet est intéressant, mais nous n'avons pas les fonds, ça n'a pas été budgétisé, ou on verra pour le prochain mandat. À ce moment-là, je me suis dit, ben, il faut que je m'assoie à la table de ces politiques pour dire que là, c'est le moment en fait. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que cela est né d'une certaine frustration de ne pas être aux commandes des choses? Une frustration, mais c'est juste de ramener ma pierre à l'édifice. D'accord. C'est d'aller au bout des choses, au final. Voilà, je pense que quand on est président d'association, on porte des projets qui ont des aspirations politiques, sans le vouloir. Hein. On va avoir une association de pétanque, de gymnastique, d'échecs, tel devoir, humanitaire. Il y a quand même une vision, une aspiration politique. Et surtout en France, quand on voit qu'on a la fuite des services publics, il y a différentes structures associatives qui répondent à des besoins. En effet. Alors, juste pour éclairer nos auditeurs, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quel est le rôle d'un député? À quoi sert un député? Un député, il fait les lois. Il crée des lois, il vote pour des lois, il modifie des lois par des amendements. Il a une vision de société qui est très large, avec aussi un axe qui va d'aujourd'hui à 10 ans. Et il a aussi le devoir de contrôle sur l'action du gouvernement. Vous savez, en France, il y a 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif, qui est le gouvernement, avec le président et les ministres. Le pouvoir judiciaire, avec le parquet et les tribunaux. Et ensuite, on a le pouvoir législatif, celui qui légifère. Donc, c'est les sénateurs et les députés qui font les lois. Et à chaque fois, ces 3 pouvoirs sont distincts. Et aujourd'hui, le pouvoir législatif a le contrôle sur l'exécutif. Donc, les députés ont ce devoir-là de faire les lois et de contrôler l'action du gouvernement. Je vois. Alors, j'aimerais bien que l'on revienne un peu sur l'incident du 3 novembre 2022. Cela fait 1 an déjà que vous êtes élu député à l'Assemblée nationale. Et comment est-ce que vous avez vécu ce fameux retour en Afrique qui vous a été lancé quasiment, enfin c'était d'ailleurs la première prise de parole à l'hémicycle? Comment est-ce que vous l'avez vécu? Ça remet un peu
ça fait penser à plein de choses. On pense à plein de choses, on se dit qu'on est en 2022, comment c'est encore possible qu'on puisse être jugé par rapport à sa couleur de peau, à son origine supposée. Mais en fait, c'est un état de fait qui fait que c'est réel en fait. Il faut comprendre qu'en France, il y a aujourd'hui 88 députés du Rassemblement national, anciennement Front National, C'est ça. qui a été créé par des personnes qui étaient de l'OAS, des gens qui étaient pendant la guerre d'Algérie, soit très investis pour que la France garde l'Algérie et ont fait des exactions, torturer les Algériens, C'est bien le soit aussi des héritiers directs de la France de Vichy. Et la France de Vichy, c'est la France dirigée par le maréchal Pétain qui a collaboré avec les nazis d'Hitler. Donc c'est une continuité. Aujourd'hui, ces personnes sont à l'Assemblée nationale, il faut les combattre. Et ces personnes, en fait, de l'Assemblée nationale, pour eux, si vous êtes noir, arabe ou français typé, ben, vous êtes apparenté à cette seconde France ou à cette France qui ne veut pas que vous soyez présent dans cet hémicycle. Pour eux, c'est pour eux, voilà. La France aux Français, comme ils aiment à le dire. Est-ce que vous vous attendiez un peu à cela? Non, je ne m'attendais pas à ça. J'étais surpris. J'ai été dans ma vie enseignant, j'ai enseigné à Paris, dans le 17e, dans le 11e. Voilà, et même dans la vie de tous les jours, vous avez des gens issus de la diversité qui sont dans différents postes. Mais quand on regarde vraiment, c'est quand on est à des postes de direction, c'est là où ça pose problème. Exact. Quand on est exécutant, on est content de dire ah ça va Karim, ça va Mamadou, ça va Charlotte. Quand c'est la femme de ménage, quand on est à la zone de sécurité, quand on est à la caisse, quand on est le petit commercial qui faisant des bons chiffres, tout va bien. Mais moi j'ai constaté que quand vous êtes cadre, vous êtes issu de la diversité, on vous met des pots de bananes partout, on vous cherche à vous déstabiliser, on n'accepte pas que vous soyez là. Moi j'ai rencontré beaucoup d'étudiants, des promotions d'étudiants et étudiantes où les filles ont des... Je connaissais une fille, elle m'a dit, elle était majeure de la promo, elle n'a pas trouvé... c'est souvent le cas, hélas. Et aujourd'hui, c'est une immigrée, c'est une Française qui est aux États-Unis, au Canada, et parfois elle va dans tel ou tel État, parfois elle est au Canada, parfois aux États-Unis, et elle prend même en conditions irrégulières. Parce qu'elle se cherche, elle met des papiers, elle dit que là-bas au moins c'est possible de réussir. Mais aujourd'hui, son diplôme en France, elle n'arrive pas à trouver d'emploi à la hauteur de ses aspirations, qu'elles soient financières ou juste au niveau du poste. Et des gens qui étaient dans sa promo qui n'étaient pas meilleurs qu'elle, qui étaient même dans les plus mauvais résultats, ont trouvé parce que fils d'eux, ou parce que, voilà, on s'appelle Dupont, c'est plus simple. Vous mettez le doigt sur des réalités que vivent certains Français et que répondriez-vous aux personnes qui taxent presque systématiquement de victimisation les tentatives de dénonciation justement de cette forme de ségrégation, de discrimination? Donc on observe quelque chose, on le constate, on va l'analyser et quand on va revendiquer, on dit qu'on est victime ou on fait la victimisation. C'est ça. C'est pas ça. Au contraire, quand on évoque ce sujet-là, c'est pour montrer qu'on est combatif. La preuve, moi je suis là. Si j'étais dans une technique de victimisation, on serait en train de quémander ou non, on ne quémande pas. Si les personnes arrivent à avoir un master et se disent, ben moi j'ai un master et pourquoi j'ai pas ce poste-là qui répond à mon diplôme, qui répond aux notes que j'ai eues. La personne victimaire, c'est je veux pas faire d'études parce que ça marchera pas et parce que je n'aurai pas de... Non. Vous imaginez? Les gens ont fait des études, des stages, des sacrifices, on paye des écoles. Non, c'est pas victimaire. Mais bon, après, je vous dis, c'est une minorité. Hein. En général, en France, ça se passe bien. Si j'ai été élu, ça en est la preuve. Et c'est aussi parce que d'autres y croient. C'est une minorité bruyante, comme j'avais expliqué sur RTL. Mais on va se battre pour changer les choses. Yes. Et alors, justement, comment est-ce qu'on gère cette violence, cet ascenseur émotionnel lorsque l'on arrive un peu en politique en tant que jeune député? Comment est-ce que vous gérez ça? Quel est votre exutoire? Est-ce que vous êtes accompagné par des psychologues? Comment est-ce que ce volet-là est pris en charge pour les jeunes députés? Chacun fait comme il peut, chacun fait comme il veut. C'est sûr que ouais, il faut un suivi. Hein. Moi, j'ai ma famille qui est proche de moi. Donc
c'est bien. J'ai ma religion aussi, donc ça va. Et je pense que ça aide. Et, parce que la politique, c'est un élément qui passe des fois au-dessus de tout. Hein. Vous avez une pression qui est parfois surnaturelle. Et quand c'est votre nom qui est sur le tapis, quand c'est votre nom qui est évoqué, ben vous êtes comme dans une broyeuse comme ça qui viennent et qui essaie de vous compresser au plus bas, pour vous mettre vraiment au plus bas, vous asphyxier et vous éliminer. La politique, c'est un schéma de pensée où on veut éliminer son opposant politique. Oui, c'est ça. Le réduire à néant. Et c'est vraiment, le réduire à néant, c'est vraiment, on veut que vous disparaissiez. Pas juste, on veut vraiment vous faire disparaître. Justement. Il y a un compte, il y a 577 députés, mon projet de loi pour passer, il faut que chez eux, il y en ait un en moins, et dès qu'on va trouver le point faible chez quelqu'un, ou on va supposer que c'est son point faible, ben, les opposants politiques, qui vont être aidés par différentes choses, hein, ils vont avoir aussi une machine médiatique, des militants de terrain qui vont faire appuyer au maximum pour vous éteindre. Donc vraiment, éteindre, éliminer. Vous évoquez le point sur lequel j'allais venir plus tard, mais on a noté que quasiment au moment de la publication de votre livre, les histoires d'accusations pour blanchiment et fraude fiscale sont sorties. Est-ce que vous estimez qu'il s'agit là d'une coïncidence ou d'une volonté justement manifeste de vous éteindre et de vous éliminer de la scène politique? Ben, mon bouquin évoque différents sujets très importants de la société. Et je pense que oui, c'était voulu. J'ai répondu, moi, via différents communiqués, que c'était une cabale médiatique parce que, vous savez, sur BFM TV, par exemple, j'avais une alerte info et BFM TV est la chaîne continue. C'est une chaîne qui passe vraiment tout en continu, en boucle. Et moi, dès lors où j'ai eu cet épisode, j'ai arrêté de regarder la télé parce que sinon je serais devenu fou, je pense. On voyait ma tête comme ça toutes les 2 secondes. Mais en analysant aujourd'hui les faits divers actuels et que je vois que le traitement n'est pas similaire pour des choses qui sont de l'ordre d'accusation, de jugement, condamnation. Et moi, c'était soupçon, ouverture d'enquête, traque fin pour regarder. C'est soupçon, c'est pas des reproches, c'est une ouverture d'une enquête. Et à contrario, des condamnations, de Sarkozy a été condamné le même jour où ils évoquaient des accusations pour le compte de ma personne, ben, ça n'a pas fait autant d'état dans les journaux. Moi, j'ai eu vraiment une rotation pendant 48 heures où ça, voilà, Monsieur Bilango. La machine était en route pour effectivement. Oui, exactement. Exterminer. D'accord. Mais ils n'ont pas réussi 20 jours après. Non, ça fait quasiment un mois maintenant. Je suis là. Où en est l'enquête, justement? Je n'ai pas plus d'éléments. D'accord. Nous, avec mes avocats, mon expert comptable, on a tout retracé. Voilà. Et on aimerait bien être convoqué, mais bon, normalement, il y a le secret judiciaire et on ne comprend pas comment le parquet a pu communiquer avec les médias avant de communiquer avec l'intéressé. Donc, nous avons déposé plainte contre le parquet et nous avons demandé le dépaysement de l'affaire parce qu'actuellement, c'était au parquet de Pontoise, mais comme le parquet de Pontoise a communiqué avec les médias, il n'y a pas de sujet à poursuivre une collaboration judiciaire avec le parquet de Pontoise vu que tout est dans la presse. D'accord. Donc voilà, moi je suis totalement confiant. C'est important de le souligner. Et encore une fois, c'est des soupçons. Donc on me reproche des choses de 2018 à 2022. C'est bien sympa de le dire à la télé sur BFM TV, répéter compte en Europe de l'Est, etc. Et quand on s'aperçoit que le compte en Europe de l'Est avait été déclaré à l'autorité, ayant ce compte en Europe de l'Est, c'est une application, c'est comme PayPal, c'est l'application Revolut. Je connais très bien Revolut. Avec 106 € à l'intérieur, inactivité depuis mai 2022. Je vois. Voilà. Mais bon, c'est bien, il faut subir ça, c'est bien. Ça forge. Ça forge. Puis voilà,
je n'irai pas en prison, j'aurai pas de condamnation particulière à la suite de ça. Voilà, donc c'est bien, ça amuse la galerie et ça amuse aussi beaucoup les réseaux de fachos qui n'aiment pas voir un noir à l'Assemblée nationale. Pour le reste, on est prêt à répondre de tout genre d'accusation, on est prêt à répondre à tout genre de soupçons et j'ai un très bon avocat. Donc. Très bien. Donc l'enquête suit son cours et on laisse la justice faire son travail. Parfois une enquête peut durer même 5 ans, oui, exact. Même à la fin de mon mandat, on n'aura pas de nouvelles parce que le parcours judiciaire est comme ça, mais des opposants politiques se sont basés là-dessus pour restreindre l'écho qui était autour du livre. Oui. Ils n'y arriveront pas. Exact. Revenons justement à votre livre. J'avoue que j'ai été agréablement surprise, tant par le fond, comme je l'ai réalisé. J'ai eu un certain nombre d'informations qui m'ont donné des réponses à des questions que je m'apprêtais à vous poser. Et j'ai surtout été interpellée par l'intelligence émotionnelle dont vous témoignez dans ce livre-là. Je voulais savoir, quand on est élu député, quand on est sous les feux des projecteurs, avec toutes ces violences qui vous tombent dessus, à quel moment avez-vous trouvé le temps d'écrire ce livre et combien de temps cela vous a-t-il pris de l'écrire? Mon livre, j'avais commencé à l'écrire avant. Hein. D'accord. Parce que comme si, je sais pas si vous l'avez encore lu ou terminé, oui, moi je suis issu du monde artistique. J'ai fait beaucoup de musique avec mes amis, donc j'apprécie beaucoup moi écrire des textes. Et depuis 2010-2012 avec mes camarades de classe, on était 3, et avoir fait un BEP, ensuite un bac pro, ensuite un BTS et une licence. Déjà là, on sortait du monde professionnel pour arriver dans le circuit général. Avant, c'était super dur. Donc on était 3 camarades de classe, Lionel Doman, Humer Khalil et moi, et on avait dit, si l'un de nous va en master, soit on essaye de le faire, on y va, on fait un master. Comme ça, on va dire, on aura cool le bec à nos professeurs parce que en BEP, quand on leur disait on va aller en master, ils nous riaient au nez. On fera un bouquin à 3. Moi, j'avais déjà commencé à écrire parce qu'on est arrivé en licence. Après, chacun de nous en licence a eu son épreuve de vie. Donc, soit on est rentré dans le monde du travail parce qu'on était en alternance chaque fois. Donc, chacun de nous a arrêté. Mais moi, j'avais déjà commencé à écrire. Point d'étape, j'avais déjà commencé à écrire. Ensuite, quand je faisais aussi un peu de musique avec mes camarades, j'avais aussi des petits bouts. Et dès lors où la campagne électorale se déroulait, c'était une campagne très dure et intense. Donc j'écrivais aussi la campagne. Et ensuite, l'épisode du mois de novembre a accéléré les choses parce que j'étais consulté par différents éditeurs et tout qui m'ont proposé de pouvoir écrire mon histoire. Parce que moi, j'ai pas beaucoup répondu aux médias après l'incident, justement. Je l'ai remarqué. Voilà, j'ai fait quelques médias tranquilles. Puis en plus, j'aurais pu faire Combini, etc., toutes les chaînes, passer partout pour raconter. Mais moi, en fait, je suis pas comme ça. Faut travailler sur la durée. Et puis voilà. Et en plus, que je réponde maintenant ou après, ça change rien. Donc, ma vérité, je l'ai. Elle est écrite maintenant. C'est ça. Elle est diffusée. Elle peut aider certaines personnes. Et c'est le plus important. Quel est le message fondamental que vous avez voulu véhiculer par cette œuvre? Je pense que dans cette œuvre, il y a différents messages. En fait, chacun peut y trouver un message. Et c'est ça l'important. C'est que c'est écrit, c'est là. C'est un recueil de pensées autobiographique. Et chacun peut en tirer une énergie particulière parce que il véhicule beaucoup d'énergie. Et voilà, par rapport à la situation, à l'étape de cheminement de vie que vous êtes, vous pouvez l'utiliser à des fins personnelles. Tout à fait. Alors, on va plonger un peu dans le livre. Parmi les valeurs que vous incarnez aujourd'hui, lesquelles devez-vous à votre maman, dont vous avez merveilleusement parlé de la résilience dans votre œuvre? Je pense que c'est le combat et l'endurance. Le combat et l'endurance, parce que c'est une femme très forte. Moi, ma mère, pour moi, c'était un modèle que j'identifiais et que je pouvais comparer à Nelson Mandela ou à Rosa Parks. Bon, ma mère, pour moi, elle est de ce niveau-là. Bon, elle est anonyme, personne ne la connaît. Maintenant, j'espère qu'avec mon bouquin, elle est un peu connue. C'est fait, je pense. Mais moi, quand j'écoutais les reportages sur Nelson Mandela ou Rosa Parks quand j'étais jeune, j'écoutais, j'ai dit, normalement, pour moi, c'était le même niveau, quoi.
Tout ce qu'elle n'a pas, c'est des projecteurs, etc. Mais tout ce qu'elle vit dans la vie de tous les jours, pour moi, c'est ce niveau-là. Une VIP de l'ombre, donc. Une grande combattante, militante de l'ombre, que personne ne voit. Après, militante de l'ombre, mais militante juste au sein de son foyer et tout. Mais pour moi, c'est tellement des gros combats qu'elle a portés, même de par sa maladie, etc. Donc, vous évoquez également, assez brièvement, les questions du harcèlement scolaire et des violences faites aux femmes dans votre livre. Qu'est-ce que vous comptez faire dans ce sens-là pour faire bouger les choses? Parce qu'on a hélas le sentiment et l'impression que les mesures mises en place jusque-là sont dérisoires. On va voir dans mon mandat. Là, aujourd'hui, le sujet est sur la table parce qu'il y a eu des morts. Oui. Et moi, j'aime pas agir dès qu'il y a un événement, en fait. Je vois. J'aime bien attendre, analyser et tout. Donc, au cours de mon mandat, je ferai des choses. Vous avez vu? J'aime pas, moi, voilà. Je l'ai écrit, je l'ai pensé. Ceux qui vont lire savent ce que j'ai vécu. Et elles ne seront pas étonnées si à la fin de l'année, à la fin de mon mandat ou à mi-mandat, je ferai différents sujets autour de ça. Après, moi, je suis président du groupe d'études vie associative et bénévolat. D'accord. Donc, durant mon mandat, j'irai visiter des associations de lutte contre les violences faites aux femmes, les luttes aussi, les violences intrafamiliales. Et il y aura vraiment un suivi, même un reportage à la fin de mon mandat, mais quelque chose de très profond. Super. Mais vraiment pas juste dans les feux de l'action. Vient un truc, j'en parle, on va nommer la maman qui a perdu sa fils ou son fils ambassadeur ou ambassadrice du harcèlement. Ouais, ça c'est quel niveau? Donc quelqu'un perd un enfant, il est nommé 2 semaines après ambassadeur de... Non, soyons sérieux. Vous écrivez, page 79 du livre, « Notre pays regorge de frontières invisibles qui racontent la peur de l'autre ». De quelles frontières parlez-vous? La couleur de peau, je ne connais pas un tel, je ne connais pas un tel, donc je veux le juger, etc. Et quand on ne se parle pas, on a perdu. Pour moi, quand on se parle, on gagne. Donc, tout est dans la communication. La communication. Mais pour communiquer, il faut briser les barrières. Lesquelles, par exemple? Plein. Je dis, la barrière numéro 1, c'est la couleur de peau. Après, c'est peut-être la tenue vestimentaire qui fait des fois une barrière. Moi, je suis peut-être quelqu'un qui s'habille toujours en sportswear. Jamais je vais aller vers une personne qui est toujours en costume parce que je veux juger, je vais penser que, alors que je me trompe. Alors, sans surprise, la question du racisme est au cœur de cet ouvrage. Et en même temps, ce qui interpelle, c'est que vous ne voulez pas, en tout cas vous le manifestez dans votre manière d'écrire, vous ne voulez pas tomber dans le piège d'un certain défaitisme qui encouragerait le back to Africa pour certains ou le repli sur soi. Et qu'est-ce que vous répondriez justement à toutes ces personnes de la diaspora africaine, par exemple, qui, dans une certaine forme de désespoir, dirons-nous, préfèrent aujourd'hui quitter la France pour aller s'installer en Afrique? Non, je respecte ceux qui le font. Attention, nuance, j'admire même. C'est très respectueux. Mais je dis aussi qu'il faut quand même, parce que souvent dans ces discours-là, on renvoie la balle à tout le monde, on dit tout le monde doit rentrer. Moi, j'ai des discours comme ça, tout le monde doit rentrer, on ne doit pas rester ici, ce n'est pas pour nous ici, etc. Mais comme l'a dit récemment un rappeur, les tireurs n'ont pas été respectés, voilà, ont été floués. On peut se rappeler du massacre de Tiroy, mais qu'est-ce qu'on fait, nous, nouvelle génération? On dit on est ici, nos parents ont fait le Grand Paris, ils ont construit différentes choses de 1970 à 1980, de 90. Nous on dit nous on est en 90, en 2000, là pour nous on part. Je ne pense pas. Il faut se faire respecter. Et aussi il y a une jeunesse en Afrique qui doit être également respectée. Parce que beaucoup dans le Back to Africa, ils pensent que c'est eux qu'on la science infuse. Et ils ne vont pas aussi en Afrique avec humilité. Oui, en effet. Humilité. Ils y vont en mode on connaît tout. Ils y vont pas, ils disent pas on n'a pas réussi, en France on a échoué partout, on revient en Afrique pour apprendre. Moi je vous dis, quand je vais en Afrique, j'apprends beaucoup. J'apprends des Africains. J'apprends. Je viens pas moi donner des leçons quand je vais là-bas. Mais par contre, je connais des gens qui disent Back to Africa, quand ils arrivent, ils veulent prendre la place des autres.
Exact, c'est important de le souligner. Il y a une jeunesse qui a une poussée exponentielle en Afrique. Beaucoup de jeunes. Donc, oui. Soit on reste en Europe, là où nous sommes nés, par exemple, pour certains, on fait nos armes pour que demain les collaborations entre le Sud, les pays du Sud et les pays du Nord soient d'égal à égal, parce que c'est nous, en étant sur place, que nous pouvons mettre la pression à l'exécutif pour dire il faut respecter quand vous collaborez. Vous savez, il y a 3 jours, un bateau a échoué dans la mer Méditerranée, il y a de nombreux morts. Qui peut monter au créneau? Ceux qui sont en Afrique ou ceux qui sont en France ou en Europe? Qui peut monter au créneau? Exact. On fait quoi? Je sais pas, moi. Voilà, il faut juste. Si partout africain pour faire du business, c'est bien, respectable, ça peut faire du business. Après, il faut savoir que le business est régi par la politique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est tout. Quelle solution suggérez-vous en réponse au racisme? Ils vont toujours. Il n'y a pas de solution. Il a essayé, clair, la solution finale. Il n'y a pas de solution. Il y a les deux camps. On ne pourra jamais éradiquer le racisme. Jamais. Il faut prendre le pouvoir, c'est tout. D'accord, donc votre solution à vous, c'est vraiment être au pouvoir, être dans la politique. Et faire vomir les racistes par notre présence. Est-ce que c'est suffisant? Ça va leur faire très mal, ne t'inquiète pas. Si on fait 1 mandat, 2 mandats, 3 mandats, ça va leur faire tout drôle. Pourquoi Trump est arrivé? Parce que les gens, ils ont vu Obama, ils ont dit que c'est pas possible. Comment on veut, nous, notre président raciste aussi en place? Qu'est-ce qu'on a raté? Qu'est-ce qu'on a échoué? Comment un mec est arrivé comme ça? On peut penser ce qu'on veut d'Obama, mais il a été là quand même, il a fait des choses. Oui, ça. Faites 1 ou 2 mandats, vous allez voir comment ça va se passer. Alors, vous avez horreur que l'on vous demande quelles sont vos origines? J'ai pas horreur, mais parfois, des fois, je dis... non, je le dis parfois, hein. Mais en fait, j'aime pas le dire parfois avec mes élèves à l'école parce que j'accepte pas vraiment quand les élèves entre eux restent que entre personnes de certaines origines. Après moi, j'étais dans les écoles à Paris, donc j'ai pas eu affaire à ça de nombreuses fois. Mais parfois, quand je visite des écoles, je me rends compte que les Congolais d'origine vont rester entre eux, les Turcs d'origine entre eux, les Algériens d'origine, les Portugais d'origine. Et je pense que, franchement, si il y a un brassage, en fait, il faut arrêter de se parler par rapport à nos origines, il faut discuter ensemble. Et si on discute ensemble, on va voir qu'on pense pareil. C'est ça. Et en fait, moi, je ne voulais pas que mes élèves me disent ah ben, le prof il est sympa parce qu'il a la même origine que moi. Souvent, j'avais 1 ou 2, 3 personnes d'origine congolaise dans la classe. Et je ne voulais pas en fait rentrer dans ça. Et c'est pour ça. Mais après, ouais, je suis d'origine congolaise et j'en suis fier. Mais j'aime bien, moi, évoquer mes origines avec mes intimes. Ça n'a pas de sens de le faire avec tout le monde et n'importe qui. Il y a des gens, moi, avec qui, quand je parle, je suis français, mais voilà. On n'est pas des amis. Il y a des personnes avec qui on se voit, on va manger africaine, keb, pondou, haricots, tout ce que vous voulez. Voilà. Mais il y a d'autres personnes avec qui non. Pourquoi? Si je devais résumer votre livre, il invite beaucoup, effectivement, à l'action, à ne pas se replier sur soi, à ne pas abandonner au final le combat. Et en même temps, on a envie de dire, mais comment concrètement sur le terrain faire avancer les choses, même si on a conscience que cela prendra du temps. C'est une lutte de longue haleine, une bataille de longue haleine pour arriver à faire bouger les lignes et faire sauter les plafonds de verre. Mais que diriez-vous aujourd'hui à tous ces jeunes, des banlieues notamment, qui n'ont aucune espérance, ni en leur avenir, ni en la parole politique, même plus généralement? Non, il faut confiance à leur avenir. Parce que quand on dort, on se réveille déjà, passer 24 heures, c'est déjà un pas vers l'avenir. Juste respirer, déjà, c'est un pas vers l'avenir. À eux de se construire. Il n'y a pas que la politique. Simplement, voilà, la politique, c'est bien. Ceux qui veulent en faire peuvent en faire. Vous pouvez participer aussi juste en allant voter. Ça aussi, c'est noble. Exact. C'est très bien. Et aussi interpeller aux acteurs politiques en disant on a voté pour vous, vous nous devez des comptes. On n'a pas voté pour vous, vous êtes élus, rendez-nous des comptes. Ça aussi, c'est noble d'interpeller son politique, participer aux réunions politiques, participer aux réunions de quartier,
monter des amicales de quartier dans sa ville, juste le monde associatif, lutter comme ça déjà, être dans la résistance. Soyez dans la résistance déjà. Mais avant, voilà, on veut se projeter vers l'avenir, mais déjà, soyez dans la résistance pour résister au jour le jour. Parce que la vie est très difficile. Et je pense, et je suis même sûr que quand on est dans la résistance, à un moment donné, vous allez avoir des brins d'espoir qui vont vous donner envie de croire en l'avenir. Mais d'abord, vraiment, rentrer dans la résistance. Très bien. Toujours l'action. Toujours. On attaquait toute part. Donc, rentrer dans la résistance. Très bien. Est-ce que vous auriez un mot pour les jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, pas forcément dans la politique, mais dans l'entrepreneuriat pour s'en sortir? Qu'est-ce que vous auriez comme message pour eux? C'est très bien. Attention à la Startup Nation. Moi, j'ai été entrepreneur de différentes structures. Je connais très bien. Attention à la Startup Nation. À la société de consommation que nous offre le monde libéral. Avoir des idées, c'est bien. Mais n'hésitez pas franchement d'abord à finir au cursus scolaire. Ou d'abord à briguer des postes à responsabilité dans des boîtes, ou donner l'expérience nécessaire pour ensuite gérer derrière vos structures. Parce que parfois, quand on est directement entrepreneur, on peut devenir entrepreneur et péter le million, devenir Elon Musk français et tout, mais c'est dur. J'en connais pas trop. Ou Bernard Arnault, etc. C'est souvent des fils d'eux. Vous verrez, c'est pas des entrepreneurs qui ont commencé tout seuls. Quand ils ont commencé, ben, c'est à l'époque d'eux et c'est pas la même époque en 2023. Exact. Donc voilà, il faut faire attention. Voilà, formez-vous d'abord. Et n'hésitez pas même déjà à être en poste quelque part et avoir votre structure à côté. Comme ça, vous avez déjà un pécule, un revenu tous les mois, sécurisé. Et derrière, quand vous finissez le travail à 17 ou 18 heures, vous avez du temps pour entreprendre. Et si vous voulez un poste qui vous permet d'avoir du temps libre, ben souvent, c'est des postes qui ont télétravail sur 2 jours par semaine. Donc, c'est des postes très qualifiés. Donc, allez vers des masters pour avoir du temps. Et si vous finissez tôt, vous avez des jours de RTT, etc. Ça vous permettra d'entreprendre à côté et d'être sécurisé. Et après, une journée, c'est 24 heures. Je pense que les gens peuvent avoir leur travail principal. Et derrière, s'ils ont envie de monter une structure, ensuite la structure est en vitesse croisière et tombe toute seule. Et vous pouvez dégager un salaire important, similaire à ce que vous avez dans votre boîte, où vous êtes salarié, ben, allez à 100% dans la boîte que vous avez créée. Et vraiment, j'encourage les gens à faire les deux pour commencer à chaque fois. Ne pas écouter le baisser directement dans l'entrepreneuriat, parce que parce qu'on passe par des périodes difficiles. J'allais dire, si c'est dur, c'est dur. On passe par des périodes difficiles, et si c'est le seul revenu, ben, si vous êtes marié, vous êtes une femme ou un homme, ça peut tuer votre foyer. C'est très dangereux. Clairement. Parce que vous, en fait, quand on entreprend, on a son idée, sa vision, on est sûr que ça va marcher. Et votre conjoint ne croit pas, n'a pas la même vision que vous, elle va attendre, elle va être patiente, ou il va être patient. On dit, va péter les plombs. Clairement. Mais s'il y a un revenu, au moins, ça temporise des choses. Parce que manque d'argent, querelle de foyer, addiction, alcool, cigarettes, et après divorce, violence, problème. Et après, s'il y a des enfants, c'est des enfants qui en pâtissent, c'est tout ça. Aux entrepreneurs justement qui franchissent ce cap et qui finissent par faire le constat, en tout cas qui évoquent cette raison-là, de quitter la France parce que les charges entrepreneuriales seraient trop accablantes. Quel serait votre message aujourd'hui? Nous, politiquement, déjà, on veut une justice fiscale qui soit plus étalée entre les structures, parce qu'aujourd'hui, c'est les TPE et PME qui sont davantage taxés que les grands groupes. Parce qu'un grand groupe, celui qui fait 40 millions, il va avoir tous les éléments possibles, imaginables autour de lui pour faire de l'optimisation fiscale. Exact. Il va optimiser, etc., faire plein de choses. Mais celui qui fait uniquement 1 million ou 900 000, il n'aura pas les moyens d'avoir tout ce qu'il faut autour de lui pour
optimisé. Exact. Donc il va payer plus d'impôts et on le voit tous les jours. Hein. Mais pourtant c'est les PME et les TPE qui font vivre le pays, même parfois des villes ou des départements. Mais il faut une justice fiscale plus étalée sur les différentes structures et que les grands groupes soient davantage taxés que les PME et TPE. Très bien. Est-ce que vous alliez y travailler? On l'avait nous, au niveau du programme de la France Insoumise. On va continuer à travailler là-dessus. Super, c'est une bonne nouvelle pour les entrepreneurs, ça. Un dernier mot? Dernier mot, merci à vous. Bonne continuation. Et vous êtes la bienvenue ici à l'Assemblée nationale. J'espère que cette vidéo parlera à beaucoup de monde et pourra motiver ou renforcer certains courants de pensée. Mais vraiment, voilà, engagez-vous, soyez dans la lutte et on lâche rien. C'est parfait. Je vous remercie aussi. Merci à vous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.